Donc, je remercie Pascal et puis Bastien de m'avoir invité. Je suis très heureux de parler ici. Donc, j'ai écouté à la lettre les instructions de Pascal pour l'exposer, c'est-à-dire que je vais pas présenter les derniers résultats, mais je vais plutôt présenter un petit peu le parcours de recherche que j'ai eu qui m'ont amené à faire des probabilités, alors qu'initialement, j'ai plutôt une formation, je dirais, d'analyste. Et donc, on va parler, donc ce que je vais présenter, c'est, je vais commencer par expliquer toutes ces questions d'analyse de régularité locale, de fonctions, de mesures, de processus stochastiques, et les raisons pour lesquelles on s'intéresse aux comportements locaux de ces objets-là. Et puis, très naturellement, on sera mené vers le concept d'analyse multifractale et une formalisme multifractal, que je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà entendu parler de ça. En tout cas, ce sont des concepts qui viennent de... Ah, c'est censé être rose. Donc, ce sont des idées qui viennent de la mécanique des fluides et de la physique statistique. Donc, je vais passer un petit peu de temps sur cette partie-là. Donc, ça me prendra à peu près 20-25 minutes, je dirais. Et ensuite, on passera finalement à l'étude d'un exemple précis qui est l'étude des subordinateurs de Lévy ou quelque chose qui ressemble aux subordinateurs de Lévy. Parce que si je veux traiter vraiment ça, ça va peut-être prendre un petit peu trop de temps. Et à partir de cet exemple qu'on va dérouler, on va voir qu'on est confronté à trois types de questions. Ce sont des questions de recouvrement aléatoire, des questions liées, alors j'en parlerai juste à la fin, ça, aux équations différentielles stochastiques, et puis des problèmes en théorie des nombres, en théorie métrique des nombres. Et puis, une fois qu'on aura fait tout ça, on sera bien fatigué. Eh bien, je donnerai quelques perspectives et questions ouvertes, un peu partout, mais ce sera tout le long de l'exposé. Hein. Alors, voilà. Donc, il va y avoir plein de dessins, parce que comme j'ai vu que j'étais en fin de journée, j'ai mis plein d'images partout. On va s'intéresser, donc, nous, à la régularité locale. Qu'est-ce que c'est que la régularité locale d'une fonction? C'est simplement, on va essayer de caractériser le comportement local d'une fonction, à quel point une fonction peut être agitée ou pas au voisinage d'un point. Alors, ce sont des questions auxquelles on s'intéresse depuis très longtemps. Hein. La première fonction que je montre ici, c'est une série de Fourier lacunaire. Ça a été proposé par Riemann comme un exemple à l'époque, hein, c'est donc dans les années 1850, 1860, comme un exemple de fonction continue, mais nulle part dérivable. Ça, on n'en connaissait pas encore à l'époque des fonctions comme ça. Alors continue, je ne vous fais pas l'offense de vérifier qu'elle est continue. En revanche, dérivable, là, je pense que ça peut vous prendre quelques temps. En fait, en réalité, bon, j'y reviendrai un peu dessus, mais cette fonction-là, elle est dérivable en certains points. Et puis, effectivement, ce sont des questions qu'on se pose, notamment en traitement du signal ou en physique. Alors là, j'ai tracé, donc, il y a un pointeur, c'est ça, voilà. Ça, c'est un signal de turbulence, c'est la vitesse 1D mesurée dans une soufflerie, où on voit que même en régime stable, parce que ça, c'est un régime stationnaire, la vitesse n'est pas du tout régulière. Elle varie fortement au cours du temps, et elle ne varie pas régulièrement au cours du temps. Ça, ce sont deux électrodes qu'on a plantées dans les cerveaux de patients. C'est l'activité électrique du cerveau qu'on mesure chez deux types de patients. Là aussi, on va voir que le signal est très agité, la régularité n'est pas bonne, mais en plus, cette régularité, elle varie au cours du temps. Ça, c'est un mouvement brownien. Alors, un mouvement brownien, ce n'est pas régulier, mais en revanche, sa régularité, elle est stable au cours du temps, c'est-à-dire c'est toujours 1,5. Mais ce n'est pas le cas si vous prenez, alors ici c'est un processus de Markov, dont je parlerai un petit peu à la fin, ou un processus de Lévy. Eh bien pour beaucoup d'objets qui sont aléatoires, leur trajectoire presque sûrement a une régularité qui varie au cours du temps. C'est un peu ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Évidemment, si on s'intéresse aussi à des questions de traitement d'image, il est naturel d'essayer de caractériser les comportements locaux. Il y a des endroits où il y a des textures, des bords, des endroits où c'est plat. Et donc, il est très naturel d'essayer de séparer les régions en fonction de leur régularité. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Il y a une notion très simple qui est j'ai mis régularité locale, en fait, je devrais mettre ponctuelle, pointwise, quoi. Donc, pour une fonction localement bornée de RD dans R, et puis si on regarde un point x0, eh bien, la définition de la régularité locale, c'est vraiment assez simple. On va partir d'objets assez simples, et puis, comme je vous disais, on va dérouler le fil pour essayer de voir jusqu'où on peut aller.
On dit qu'une fonction f appartient à l'espace cs de x0, donc cs c'est comme Hölder, sauf qu'on localise, si f de x moins f de x0 est plus petit qu'une constante fois x moins x0 au voisinage de x. Ça, c'est une régularité locale. Alors ça marche bien quand s est plus petit que 1, mais quand s est plus grand que 1, en réalité, il faut remplacer la constante par un polynôme qu'il faut comprendre comme le polynôme de Taylor, quoi, essentiellement, même si ce n'en est pas un. Donc si f appartient à cs de x0, si localement, voisinage de x0, f moins un polynôme d'ordre s est contrôlé par x moins x0 à la puissance s. C'est-à-dire que localement, on coince le graphe de la fonction dans une enveloppe qu'on essaie de prendre la plus fine possible. Plus s est grand, plus f se rapproche localement d'un polynôme, donc plus f est smooth, plus f est régulière. Alors, du coup, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle, c'est l'exposant ponctuel de Hölder d'une fonction localement bornée. C'est le plus grand, enfin le sub ds, tel que f et cs. D'accord ? Donc, vous voyez, on est d'accord avec ce concept, tout va bien, parce que comme je vais faire que ça après, donc on est d'accord. Cet exposant de régularité, il est défini pour toute fonction bornée. Si hf est assez grand, eh bien f est assez régulière en un point, au voisinage d'un point. Si hf est petit, elle est très agitée. Alors si je reviens sur les exemples que j'ai pris tout à l'heure, la fonction de Riemann, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit qu'elle est assez agitée. Alors c'est une série de Fourier, mais on voit qu'il y a des pics ici, par exemple. Alors les pics, et puis on voit ici, là, si vous regardez bien, en fait la fonction elle va être dérivable à cet endroit-là. Alors, en réalité, donc, on peut démontrer qu'elle est dérivable au rationnel qui s'écrivent comme un quotient de deux nombres impairs. Et puis partout ailleurs, elle n'est pas dérivable. Et elle a un exposant qui est entre 1,5 et 3/4. Pour démontrer ça, c'est un théorème qui date de 1997. C'est-à-dire qu'on a mis à peu près 130 ou 140 ans à démontrer ça. Et ça fait appel à de l'approximation diophantienne. C'est ce que je vais expliquer un petit peu à la fin. Pour les signaux de turbulence, pour les signaux issus du cerveau, alors c'est compliqué parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment estimer les exposants locaux parce que si on va d'un point à un autre juste à côté, ça va être à peu près pareil. Donc, on va voir dans quelques minutes une méthode qui permet de connaître à peu près quels sont les exposants présents dans un signal sans avoir à les calculer. C'est ce qu'on appelle le formalisme multifractal. Pour le mouvement brownien, c'est très intéressant le mouvement brownien, mais de notre point de vue, moyennement, c'est-à-dire que la régularité est toujours la même en tout temps, c'est toujours 1,5. Pour un processus de Lévy, en fait, c'est ce que j'expliquerai un peu plus tard, il y a toute une variété d'exposants, toute une variété de comportements locaux qu'on arrive à décrire très précisément. Pour les images, c'est compliqué, je ne vais pas parler d'images ici. Alors, on peut faire la même chose pour une mesure. Je vais aussi pas mal travailler avec les mesures. Donc, si je prends une mesure positive sur RD, le support de la mesure, c'est les points qui portent essentiellement de la masse. D'accord ? Ce sont les points pour lesquels la mesure de la boule de centre X et de rayon R est toujours strictement positive, pour tout R. Et alors, vous avez sûrement déjà rencontré ce concept, on peut parler de la dimension locale d'une mesure. Essentiellement, on essaie de décrire un comportement en loi de puissance, c'est-à-dire que la mesure de la boule de centre x0 et de rayon R se comporte comme une puissance de R. Donc la vraie façon d'écrire ce que je viens d'écrire, c'est ça. C'est la lim inf de log de mu de b du xr sur log de R. Alors, un exemple, Lebesgue. Voilà. Si on prend la mesure de Lebesgue, clairement, elle a une dimension locale qui est égale à d partout. On va voir très vite que ce n'est pas très dur de construire des mesures pour lesquelles, en fait, ce n'est pas d, ça bouge. Et c'est même, en réalité, c'est même assez exceptionnel on va voir ça, que les exposants locaux ou que les dimensions locales restent constantes. Voilà, je prends la lim inf. Il y a beaucoup de gens qui considèrent la limite, mais si on considère la limite, cette quantité-là, elle n'est pas définie partout. Donc moi, je vais prendre des lim inf pour que ce soit des quantités qui soient définies un petit peu partout. Alors, comme je l'expliquais, que ce soit théoriquement ou en pratique, on peut essayer de calculer l'exposant ou la dimension locale en tous les points. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui nous intéresse, ou est-ce que c'est plutôt quels sont les exposants qui sont présents pour ma fonction et combien il y en a? Ou quelle est leur distribution? Quelle est la dimension de l'ensemble des points? Et donc, on a plutôt là, du coup, un point de vue plutôt de statisticien ou de physicien statistique, c'est-à-dire on va essayer plutôt d'écrire quels comportements sont présents et où est-ce qu'ils sont présents, avec quelle dimension, etc.
Et donc, du coup, on s'intéresse plutôt à ce qu'on appelle le spectre multifractal. Donc, c'est la notion un peu importante de ce début d'exposé. Donc, ce qui va nous intéresser, je prends une fonction f, mais c'est pareil pour les mesures, hein, et je vais regarder l'ensemble de niveaux de l'exposant. C'est-à-dire, je vais regarder à h fixé l'ensemble des x pour lesquels la fonction a un exposant h donné. D'accord ? Et ce qui m'intéresse, moi, c'est combien de EF de h sont non vides et à quel point ils sont gros. D'accord ? Alors, du coup, ce qui va nous intéresser, c'est ce spectre multifractal qui est une fonction. Donc, f, c'est la fonction, df, c'est le spectre. À h, ça associe la dimension de Hausdorff de f de h. Donc, vous savez tous ce que c'est que la dimension de Hausdorff? On est d'accord? Oui. Alors, pourquoi on s'intéresse à la dimension et pourquoi pas à la mesure de Lebesgue? C'est assez simple. Si vous imaginez que, là, on est en journée de probabilité, vous travaillez avec un processus stochastique. Eh bien, si vous travaillez un processus stochastique, vous fixez un point x. Si votre processus il est bien fait, à x fixé, vous allez avoir un comportement presque sûr. C'est-à-dire, si vous retournez un peu par Fubini, la mesure des points, mesure de Lebesgue des points qui vont avoir un exposant donné h, enfin, bien choisi, qui va être déterministe, ça va être de mesure de Lebesgue pleine, essentiellement. Et donc, il va y avoir, pour les processus qu'on va rencontrer, il va y avoir un h qui va être de mesure de Lebesgue pleine, et tous les autres vont être de mesure de Lebesgue 0. Et si on veut distinguer entre eux des ensembles de mesures de Lebesgue 0, les bonnes notions, c'est les dimensions de boîte ou les dimensions de Hausdorff. Donc là, on va prendre la dimension de Hausdorff. Alors, à quoi ça ressemble, du coup, un spectre multifractal? Ça ressemble à ça. Enfin, ça ne ressemble pas à ça, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Vous avez en abscisse, là, h, toutes les valeurs possibles pour les exposants, donc tous les nombres positifs, et puis en ordonnée, quelque chose qui est entre 0 et d, et qui indique, comme je l'ai écrit ici, la dimension de l'ensemble des points qui ont un exposant h. Alors des fois, il y a des trous parce qu'on met moins l'infini quand l'ensemble est vide. Ouais. Alors vu comme ça, on peut se dire qu'un spectre multifractal, ça a n'importe quelle allure, pourquoi pas. Alors ce que je vais tenter de vous expliquer, c'est qu'on s'attend, pour tous les objets, et c'est à peu près le cas de tous les objets qu'on va rencontrer, on s'attend à ce que ce graphe-là, il soit concave, comme ça, voilà, avec un point maximum, ou alors concave de façon un peu dégénérée, c'est-à-dire affine croissant. Et c'est ce que je vais tenter de vous expliquer. Maintenant, c'est bon? Tout va bien? Alors, c'est l'idée du formalisme multifractal. Alors, cette idée, elle provient de concepts à la fois qui viennent de la physique statistique et de la thermodynamique, mais aussi, ça a été rédigé en premier, je dirais, par Uriel Frisch et Giorgio Parisi, qui sont des physiciens de la turbulence. Donc, eux étudiaient la physique de la turbulence, et notamment la vitesse des écoulements la vitesse des fluides, dans les écoulements turbulents. Et donc, bon, il est assez clair qu'on cherche à décrire les vitesses et les variations de la vitesse, et qu'on cherche des quantités invariantes. Et ça, bon, vous avez déjà vu de toute façon cette quantité-là, il s'intéresse au moment des incréments de la vitesse. Donc, vous êtes sur un domaine oméga qui est fini, qui est borné, et puis vous regardez la vitesse de l'écoulement et l'accroissement de la vitesse au point x. Donc, ça fait v de x plus l moins v de x. Et puis, vous en prenez l'intégrale, le moment, en fait, c'est le moment des accroissements de la vitesse. T, c'est un exposant, ce n'est pas le temps, hein, on est en régime stationnaire. Donc, vous regardez SV de TL. Alors, donc ça, c'est ce que tous les physiciens turbulents, les turbulents physiciens font. Et ce qu'on constate, à la fois pour les modèles théoriques, et notamment le modèle de Kolmogorov, où il modélisait, dans son modèle K41, les fluctuations de la vitesse par un mouvement brownien fractionnaire, à petite échelle. Et aussi pour beaucoup d'autres modèles théoriques, eh bien, on constate que lorsque L tend vers 0, SV de TL se comporte en loi de puissance. C'est-à-dire que ça se comporte en L à la puissance zeta V de T, zeta V de T étant un certain nombre réel. C'est ce qu'on constate dans les modèles. Donc ce zeta V de T, c'est ce qu'on appelle la fonction d'énergie, la fonction d'échelle ou l'énergie libre. Je ne sais plus qui en a parlé aujourd'hui, c'est le même concept, hein, c'est exactement les mêmes formules si on fait le raccord.
Alors, si vous mettez un mouvement brownien ou un mouvement brownien fractionnaire pour V, ici, vous voyez qu'en fait, vous obtenez quelque chose de linéaire. Zeta V, ça va être T sur 2 pour un mouvement brownien, enfin T sur 2 moins 3, parce qu'il faut normaliser, mais, ou HT si vous mettez un mouvement brownien. Or, ce qui se passe, c'est que dans la vraie vie, quand les physiciens ont réussi à faire leurs mesures, eh bien, ce zeta V de T, ce n'était pas une droite, c'était une fonction concave, non linéaire concave. Alors, et l'idée de Frisch et Parisi, ça a été d'expliquer la non-linéarité de la fonction d'échelle par la multifractalité de la vitesse. Alors, qu'est-ce que j'entends par multifractalité? Multifractal, c'est non monofractal. Voilà. Et monofractal, donc c'est non, monofractal, c'est le même exposant en tous les points. C'est typiquement quelque chose qui ressemble à un mouvement brownien. Multifractal, ça veut dire qu'il y a divers comportements qui sont constamment en concurrence. Alors, l'heuristique est la suivante. Alors, il paraît que l'heuristique, l'histoire, c'est qu'ils étaient dans un café ou au dîner de conférence. Il était un petit peu tard. Ils avaient un petit peu abusé de tout ce qu'on peut... voilà. Et ils ont écrit ça sur un coin de table. Et effectivement, je vais vous expliquer ce qu'ils ont écrit. Alors, vous voyez, vous êtes sur un domaine oméga, puis vous le coupez en petites boîtes de taille L. D'accord? Puis vous regardez ce qui se passe sur chaque petite boîte. Donc, sur une petite boîte de taille L, vous dites, je prends un X qui est dans cette boîte. Il a un exposant, et donc l'accroissement sur cette petite boîte de la vitesse, V de x plus L moins V de x, est de l'ordre de L à la puissance H. D'accord? Maintenant, je suppose qu'effectivement, il y a des points qui ont un exposant H, et je suppose que ces points ont une dimension, enfin l'ensemble de ces points a une dimension D de H. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous savez, donc, en dimension D, si on coupe en boîte de taille L, si on a une dimension D de H, ça veut dire qu'il y a moralement, si on confond limite, lim1, dimension de boîte, dimension de Hausdorff, tout, si on confond tout, eh bien ça signifie qu'il y a à peu près L puissance moins dV de H boîtes qui contiennent un point qui a une singularité d'ordre H. D'accord? Alors je fais mon calcul là, donc je pars de mon intégrale. C'est l'intégrale de V de x plus L moins V de x à la puissance T. Je remplace mon domaine par une somme sur toutes les boîtes. La somme sur toutes les boîtes, je la transforme en somme sur tous les H. Je vous ai dit, il faut y aller à la cool. Donc, sur chaque boîte qui a un exposant H, ça devient L puissance TH. J'ai L puissance moins dV de H boîte. Chacune d'entre elles a un volume L cube. Et donc, je me retrouve avec la somme des sommes en H, des L puissance TH moins dV de H plus 3. Ça, pour ceux qui font un peu la théorie des grandes déviations ou la physique statistique, c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent. Vous faites tendre L vers 0. Le comportement qui gagne, c'est l'exposant le plus petit. Et donc, on se retrouve avec une formule pour zeta V de T qui est la transformée de Legendre de dV de T de H. Et on sait qu'une transformée de Legendre, c'est toujours concave. Et par transformée de Legendre inverse, vous trouvez que dV de H, c'est la transformée de Legendre de la fonction d'échelle. Et donc, on déduit que non seulement la fonction d'échelle, mais aussi le spectre multifractal, les deux doivent avoir une forme concave. Alors, ce qui est absolument remarquable, c'est que cette intuition, une intuition physique mais riche, en réalité, elle est vraie sur à peu près toutes les classes sensées de processus qu'on connaît. Et toutes les classes de mesures autosimilaires, de mesures aléatoires, les cascades de Mendel-Roux, les chaos gaussiens, enfin, on peut aller très très loin. Cette formule, pour peu qu'on prenne les bonnes fonctions d'échelle, elle est valable. Et donc, ce qu'on appelle un formalisme multifractal, c'est une formule qui relie une fonction d'échelle. Donc, une fonction d'échelle, vous avez vu, c'est mon zeta V. C'est vous me donnez votre mesure, votre signal, votre fonction, et moi, je la calcule sur la fonction tout entier. Je ne m'intéresse pas à ce qui se passe localement. C'est une quantité globale calculée sur le signal. À partir de là, j'en déduis une valeur du spectre, c'est-à-dire non seulement les H possibles, mais aussi la dimension de chacun des ensembles. Et alors, ce n'est pas toujours vrai, évidemment, on peut toujours construire des contre-exemples, mais ce qui est intéressant, c'est quand c'est vrai. Et quand c'est vrai, on dit qu'un formalisme multifractal est vérifié quand il y a une correspondance via la transformée de Legendre entre ces deux quantités-là.
Alors ça marche pour la formule avec les incréments, mais on voit bien que la formule, elle n'est pas terrible ici, parce que dès qu'on a des exposants plus grands que 1, ça ne fonctionne pas. Donc en réalité, il faut travailler avec des ondelettes ou des oscillations d'ordre grand, des intégrales locales. Et puis pour des mesures, ça c'est une formule que vous avez sûrement rencontrée, c'est une transformée de log Laplace de la mesure, c'est-à-dire vous prenez la somme sur tous les, par exemple, les cubes diadiques de génération J de la puissance T de mu de I, et puis vous regardez le comportement en loi de puissance de ce truc-là. Et alors ça, c'est extrêmement important parce que si le spectre multifractal lui-même n'est pas estimable numériquement de façon raisonnable, en revanche, ces quantités-là, elles le sont vraiment. Et si vous avez des modèles de phénomènes physiques pour lesquels vous pouvez montrer qu'un formalisme est vérifié, il suffit d'estimer ces quantités-là, et celles-là, elles sont facilement estimables par des plots, par des schémas en log-log. Alors, il y a des résultats théoriques qui supportent tout ça. Donc, moi, j'ai démontré, par exemple, que si vous prenez une mesure au hasard, au sens de la vous considérez l'ensemble des mesures sur un compact, vous prenez une mesure typique dans l'ensemble des mesures, eh bien, elle est multifractale. Si vous prenez une fonction typique dans un espace de Bezoff, elle est multifractale. Si vous prenez une mesure autosimilaire typique, elle est multifractale. Donc ça va un petit peu contre l'idée que toutes ces propriétés multifractales sont quelque chose de spécifique qui proviendrait d'une construction vraiment un peu tordue ou contrainte. En fait, c'est plutôt l'inverse. Si vous ne mettez pas des contraintes, à ce moment-là, les objets sont multifractales. Et puis ça, c'est les spectres qu'on arrive à estimer sur les objets que je vous présentais auparavant. Et on voit bien à chaque fois apparaître cette quantité-là. Assez intéressant de savoir, par exemple, qu'un patient au repos est moins actif qu'un patient qui bouge dans son cerveau. Enfin, c'est des choses qu'on voit ici, qu'on arrive à retrouver. Avec tout ça, on voudrait faire la détection enfin, pas moi, mais plein de gens voudraient faire la détection d'arrêt cardiaque ou d'AVC, etc., pour trouver des méthodes pour détecter en avance ce qui va se passer. Alors, donc, combien de temps ? Je suis parti à quelle heure, là ? J'ai 25 minutes, tu vois. Donc, je suis à peu près dans les temps. Alors, on va passer peut-être maintenant un petit peu vers le côté un peu plus théorique, c'est-à-dire on va étudier ces objets-là et voir quel type de problème on rencontre. Alors, le premier exemple de mesure multifractale qu'on rencontre, c'est la mesure de Bernoulli. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. On l'obtient de la façon suivante. Vous prenez un paramètre P entre 0 et 1,5, et vous partez de la mesure de Lebesgue, que je représente comme ça, uniforme sur l'intervalle 0,1. Puis vous coupez en deux l'intervalle, et vous attribuez à l'intervalle de gauche la masse P, l'intervalle uniformément, et la masse de droite, à l'intervalle de droite, la masse 1 moins P. Et puis, vous itérez le processus, au sens où maintenant, sur l'intervalle de gauche, eh bien, vous le coupez en deux, vous attribuez la fraction P à l'intervalle de gauche, la fraction 1 moins P à l'intervalle de droite, et puis vous continuez comme pareil à droite, et puis vous continuez, et puis j'en avais marre, là, parce que voilà. Donc, on montre très facilement que vous construisez comme ça une suite de mesures qui convergent faiblement vers une mesure qui s'appelle la mesure de Bernoulli, associée au paramètre P. Il est très facile de voir que cette mesure-là, elle est purement singulière par rapport à la mesure de Lebesgue, et elle a des exposants, des dimensions locales qui varient beaucoup. Je peux le faire en 0, mais vous voyez, ce qui se passe en 0 ici, là, c'est que la mesure de l'intervalle 0, 2 puissance moins j, comme à chaque fois qu'on va à gauche, on multiplie par p, donc ça fait p puissance j, alors que la mesure de l'intervalle 1 moins 2 puissance moins j, c'est la même chose, mais avec 1 moins p. Et donc, finalement, on obtient un exposant, là vous remettez, vous normalisez correctement, une dimension locale en 0 qui est moins log 2 de p, une dimension locale en 1 qui est moins log 2 de 1 moins p. Et puis on se convainc assez facilement que tous les exposants intermédiaires vont être obtenus en jouant avec les proportions de 0 et de 1. On se convainc aussi facilement que si vous choisissez un point au hasard uniformément, il a autant de 0 que de 1, d'accord, dans sa décomposition diadique. Et donc, il va avoir un exposant qui est la moitié de ces deux exposants-là. D'accord ? Et finalement, un petit exercice
petit exercice poussé, quoi, mais un petit exercice, permet de démontrer que cette mesure, elle a un spectre qui a cette allure-là. Voilà. Voilà donc un exemple très simple de mesure multifractale. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que cette mesure très simple, malgré tout, c'est l'exemple de base qui mène à beaucoup de mathématiques actuelles. En particulier, c'est une mesure qui est invariante par le shift, par x donne 2x. Ici, elle est associée à certains potentiels, donc il y a une connexion forte avec la théorie ergodique et les systèmes dynamiques. Et puis là, je l'ai fait avec un P déterministe, mais dès 1970, Mandelbrot, Kahn, beaucoup de personnes ont travaillé avec des versions aléatoires de ça, c'est-à-dire que vous faites la même chose, mais vous mettez des poids aléatoires. Et ces mesures qu'on obtient quand elles sont dégénérées, quand elles sont non dégénérées, servent aussi de modèle à la dissipation dans la turbulence. Enfin, voilà. Donc il y a beaucoup de mathématiques qui sont derrière. Et puis c'est aussi un peu la naissance du chaos multiplicatif et du chaos multiplicatif gaussien, hein, en mettant des variables aléatoires ici que je décris. Donc ça, c'est un autre exposé. Et puis vous pouvez inviter quelqu'un d'autre qui vous parlera de ça l'année prochaine. On ne peut pas tout caser en 1 heure. Voilà. Alors on en est ici, on en est juste là. Donc là, je vais m'attaquer maintenant à cet exemple-là. Un exemple particulier qu'on va essayer de traiter presque de bout en bout. Donc c'est un exemple assez simple de mesure qu'on construit de la façon suivante, donc aléatoire. Donc vous prenez une suite Ln décroissante de nombres réels qui vont être essentiellement des rayons. Et vous prenez donc on considère aussi xn une suite IID dans 0, 1. Et on construit une mesure aléatoire en posant en chaque xn un Dirac de valeur ln. Voilà. Donc ça ressemble fort à un subordinateur de Lévy, par exemple, hein, où il faudrait que les xn et ln viennent d'un processus de Poisson qui a la bonne intensité. Hein. Mais ici, je vais plutôt essayer de séparer les deux. Alors, ce que je dis, c'est qu'une mesure comme ça, pour peu qu'elle soit finie, c'est clairement multifractale. Je n'ai pas forcé pour la construire. Pourquoi ? Parce que déjà, ça a des atomes. Et en un atome, eh bien, comme la mesure si x est un atome, la mesure de x est strictement positive, eh bien, cette formule-là, comme ça, c'est toujours strictement positif et minoré par nu de x, c'est 0. Donc, quand on a un atome, la dimension locale de la mesure, c'est 0. Donc, il y a partout, partout parce que xn est dense, hein, évidemment, c'est 0. Mais ça a aussi forcément des exposants plus grands que 1. Ça, c'est le théorème de Lebesgue, qui vous dit que pour n'importe quelle mesure, le rapport nu de B de XR sur B de XR eh bien, converge pour presque tout point. Et donc, en particulier, si vous prenez cette fonction-là, et puis vous l'appliquez là, vous mettez des logs, c'est plus soft ici, il y a des logs, ça démontre que pour Lebesgue presque tout point, pour cette mesure-là, et en réalité pour toutes les mesures, pour Lebesgue presque tout point, la dimension locale est plus grande que 1. Donc, pour cette mesure-là, non seulement on a une infinité de dimensions locales égale à 0, mais on sait que Lebesgue presque tout point a une dimension locale plus grande que 1. Alors, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, il y a même tous les points, hein, il y a même tous les H intermédiaires. Alors, ça, c'est peut-être un peu moins facile à voir que ce que je viens de dire. Et l'idée derrière tout ça, c'est que si vous prenez... Donc là, c'est ma mesure. Une fois de plus, les xn sont denses. Mais si vous prenez un x fixé, l'idée, c'est que eh bien, plus x est proche de grands sauts ou de grands masses de Dirac, plus la régularité de la mesure est basse. Oui. Parce que même s'il y a beaucoup de sauts et les sauts sont denses, ils n'ont pas tous la même taille. Donc ce qui se passe, c'est quand on est très proche infiniment souvent des grands sauts, eh bien, on a une très mauvaise régularité. Et plus généralement, ça c'est une idée qui prévaut dans toute l'analyse de régularité locale et globale. C'est en réalité, quand vous avez un processus à étudier, eh bien, il faut essayer d'abord trouver les événements les plus importants, les événements majeurs, et on va voir à quel point on est bien approché par ces événements-là, où on est proche, où on est loin, et c'est ça qui gouvernera notre régularité locale. D'accord ? Et du coup, c'est là que on fait un lien immédiat avec les questions de recouvrement. Je vais faire une hypothèse ici,
et puis je reviendrai après sur les conditions sous lesquelles je peux faire une hypothèse comme ça. Donc je vais supposer que la lim sup des boules de centre xn et de rayon ln, c'est 0,1. Donc presque sûrement parce que les xn sont aléatoires ici. Donc ça, qu'est-ce que je vous rappelle? Enfin, je vous rappelle que la lim sup, c'est les points qui appartiennent à une infinité de boules. Donc ça me dit qu'avec proba 1, tout point de 0,1 appartient à une infinité de boules de centre xn et de rayon ln. C'est mon hypothèse. C'est vraiment du recouvrement ici. Ce qu'on appelle du recouvrement, c'est que vous avez un objet, vous jetez des choses dessus, et puis vous voyez si vous recouvrez, si vous recouvrez l'ensemble en entier ou pas. Et ici, si on le recouvre infiniment souvent. Et comme je disais, on verra un peu plus tard les conditions sous lesquelles cette propriété est vraie. Alors, j'ai une erreur cachée dans mon... Il faut la trouver. Mais le théorème, c'est que si ln vaut 1 sur n, alors non seulement la mesure nue, elle est multifractale, mais en plus, eh bien, j'ai cette propriété que la dimension des points qui ont un exposant h, c'est h. Voilà. Et pour tout h, entre 0 et 1. Et ça, on va le démontrer, j'espère vous convaincre. Voilà, un peu de la démonstration dans les 3 slides qui viennent. Et ce sont des arguments élémentaires que je vais enchaîner. Voilà, tel que je vais les présenter, c'est élémentaire, on va dire ça comme ça. Alors, je pars du recouvrement. Donc, je prends un x. Donc, par définition, comme je recouvre tout l'intervalle, mon x, il appartient à une infinité de boules de centre xm et de rayon lm. On est d'accord avec ça? Tout le monde va bien? Donc, ça, c'est la même chose que dire que x et xm sont à une distance lm. Maintenant, cela m'implique que lorsque je regarde la mesure de la boule de centre x et de rayon lm, cette boule, donc elle contient xm. Vous voyez? Donc, comme elle contient xm, elle contient la masse de Dirac que j'ai posée en xm. Donc, la mesure de cette boule, c'est plus grand que lm. OK? Oui? Bon, alors, la dimension locale du coup de x, c'est positif, c'est ça la définition. C'est plus petit que si je prends la lim inf que sur la suite ln. Et puis parmi les ln, je choisis ceux pour lesquels x appartient à la boule. Et donc, je me retrouve à log lm et au numérateur log lm. Et donc, c'est 1. Donc, ce que je viens de voir, c'est pour que une fois que j'ai cette propriété de recouvrement, ça m'implique que la dimension locale de la mesure nue en tous les x est plus petite que 1, forcément. Donc, cette propriété de recouvrement, elle cache une majoration de la régularité de la dimension locale de la mesure en tous les points. Pourquoi? Parce que ça veut dire que un x n'est jamais très loin d'une masse de Dirac. Alors, ce que je dis, c'est pour pas cher, en fait, on a beaucoup plus. Pourquoi? Parce que, effectivement, là, ça dit qu'on est dans une boule, mais en fait, on peut être beaucoup plus proche que ça. Et ça fait apparaître ce qu'on appelle le taux d'approximation, donc delta x, par une famille de points. Donc, c'est une famille de coupes de points. Donc, le taux d'approximation delta x de x par la famille xn-ln, c'est le sup des delta tel que x moins xn est plus petit que ln puissance delta. Vous voyez? Alors, vous voyez, je vous remontre ça ici, là. Ça, je sais que c'est vrai pour tous les x. Donc, ce truc-là, il est vrai pour delta égale 1, tout le temps. Donc, mon taux d'approximation de x par la famille, c'est tout le temps plus grand que 1, mais rien ne l'empêche d'être strictement plus grand que 1, tout le temps. D'accord? Alors, quand c'est strictement plus grand que 1, là, je peux reprendre exactement le même calcul que celui que j'ai fait avant. Je reprends exactement le même calcul, sauf que je peux rajouter un delta x. C'est-à-dire que je sais que x appartient à une infinité de boules de centre xm et de rayon lm puissance delta x. Pour un m comme ça, je sais que la boule de centre x et de rayon lm puissance delta x est plus grand que lm. Je prends exactement le même calcul, sauf que ça me rajoute un delta x. Et ce qu'on conclut, c'est qu'à x fixé, le même calcul me dit que la dimension locale de la mesure que j'ai construite est plus petite que 1 sur delta x. Il y a une corrélation
c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure de façon heuristique, mais là qui est démontré de façon plus précise. Il y a une corrélation entre la façon dont on est approché par les masses de Dirac et la valeur de la régularité locale. Alors le lemme, c'est qu'en réalité, on a un peu plus que ça. C'est que la probabilité que pour tout x, il y ait égalité, ici, pas une inégalité, eh bien c'est 1, enfin c'est valable tout le temps. C'est-à-dire que vous tirez vos points au hasard uniformément. La régularité, elle est exactement gouvernée par le taux d'approximation par la famille de points. Alors, bon, j'ai quand même fait des simplifications un peu partout. Hein. Il y a quelque chose. En particulier, l'autre côté de l'inégalité, il n'est pas si trivial à faire. Parce qu'il ne faut pas chercher simplement le meilleur approximant, mais il faut arriver à gérer tous les autres. Et donc là, il y a vraiment beaucoup de travail, et puis ça dépend fortement de la valeur de Ln. Alors je vais revenir maintenant un petit peu sur ces questions de recouvrement. Et je vais revenir par la question de l'analyse multifractale. Vous vous souvenez, moi je m'intéresse à l'ensemble des points qui ont une régularité, une dimension locale donnée. C'est l'ensemble des x tels que la dimension locale en x vaut h. h est fixé. C'est ça qui m'intéresse, c'est ce que je veux calculer. C'est la même chose que l'ensemble des x en lequel 1 sur delta x vaut h. 1 sur delta x, c'est la valeur de la dimension locale. C'est ce que j'ai démontré juste avant. Oui. Et donc, c'est la même chose que l'ensemble des x en lequel le taux d'approximation vaut 1 sur h. Alors, donc moi, c'est ce que je veux calculer. Mais si vous regardez que ça, on a oublié totalement que je travaillais avec une mesure aléatoire. On a oublié que j'avais construit. On a oublié que je m'intéresse à la dimension locale. Ce qui m'intéresse ici, c'est simplement un problème de recouvrement. J'ai des xn qui sont distribués aléatoirement. J'ai mis autour de chaque xn une boule de rayon Ln. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la taille de l'ensemble des points qui ont un exposant d'approximation donné. Et on doit calculer la dimension de cet ensemble-là, où on a oublié que j'avais fait de l'analyse multifractale avant. Ce qui m'intéresse, c'est simplement un problème de recouvrement. Et ça, c'est un problème qui est qu'on rencontre souvent en probabilité et en théorie métrique des nombres. La question générale qui se cache derrière, c'est la suivante. Vous prenez un espace compact métrique avec une loi interne. Vous prenez une suite xn dans E, une suite an d'ensemble, an étant une suite d'ensemble de taille de rayon décroissant, hein, qui tend vers 0. Et donc les questions sont les suivantes, et ça je pense qu'on s'est tous posé la question d'une façon ou d'une autre un jour. Hein. C'est qu'est-ce que c'est que la taille de l'union des AN? Qu'est-ce que c'est que la taille de l'union des XN plus AN, si on les bouge? Est-ce que la lim sub des AN ou la lim sub des XN plus AN recouvre l'ensemble E tout entier? Et puis s'il ne le recouvre pas, quelle est sa taille? Ça, ce sont vraiment des questions très naturelles, qui sont des questions voilà, comme je vous dis, qu'on s'est tous posées à un moment d'une façon ou d'une autre. Alors ça, c'est la question de base en approximation diophantienne. L'approximation diophantienne, c'est l'approximation des nombres réels, notamment par les rationnels, ou disons par les nombres algébriques, on peut faire un petit peu plus. Si vous prenez xn, c'est les rationnels, et puis an, c'est la boule de centre 0 et de rayon 1 sur q puissance 2 delta. Eh bien, ma question précédente revient à s'intéresser à cet ensemble lim sub des points qui sont approchés à une certaine vitesse par les nombres rationnels. Ça, c'est les théorèmes dont vous avez sûrement entendu parler, de Jarnik, Bezikovitch, Khinchin, etc., qui traitent de ces questions-là. Et donc, tout résultat dans ce domaine-là pourra nous aider. Inversement, tout résultat que nous, on pourrait démontrer aura des conséquences là-dedans. C'est aussi des questions qu'on rencontre en théorie ergodique et système dynamique parce que des ensembles qui bougent de plus en plus petits, ça doit vous rappeler le théorème de Poincaré, hein, où on revient près du même endroit, etc. Est-ce qu'on retouche le même ensemble? Est-ce qu'on est recouvert une infinité de fois? C'est exactement ça. Et puis, donc là, c'est ce que j'expliquais depuis le début, c'est lié à des questions d'analyse de régularité locale. Alors, je reviens. Moi, je vais surtout parler ici de recouvrements aléatoires. Hein, c'est un peu notre propos. Je vais simplifier la question parce que, en toute généralité, c'est une question évidemment à laquelle on ne sait pas du tout répondre. Mais vous pouvez prendre 0,1 par exemple, hein, l'intervalle 0,1. Et donc, vous prenez xn qui est une suite
de variables aléatoires, et puis on s'intéresse donc à l'ensemble des points qui appartiennent à une infinité de boules de centre xn et de rayons n puissance moins delta. Et en réalité, ce que je vais donc vous expliquer là, c'est qu'on sait à peu près tout faire dans le cadre de 0,1, c'est-à-dire et même en général dans des variétés qui sont suffisamment régulières. Et ce problème-là s'appelle le problème de Dvoretsky. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe dans le cadre de 0,1 vraiment. Donc ça, c'est le tore, c'est 0,1, et puis les xn sont uniformément distribués sur 0,1. Alors, si vous faites delta égale 1, y a, par Borel-Cantelli, vous faites la somme des longueurs des boules de xn, comme les xn sont uniformément distribués, Borel-Cantelli vous dit que la mesure des points qui sont recouverts une infinité de fois, c'est 1. D'accord ? Ça, c'est direct. Mais ça ne répond pas à la question. Malheureusement, sinon ce serait trop facile. Hein. La question, c'est est-ce qu'on a recouvrement intégral, pas simplement mesure de Lebesgue pleine. Est-ce que c'est quand on met delta égale 1, est-ce qu'on a recouvrement intégral? Alors ça, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce sujet. Hein. Donc ça, c'est un problème qui vient de Borel, 1896, je crois, où il jetait des arcs aléatoires sur le cercle. Il se demandait si on recouvrait le cercle en jetant des arcs aléatoires. Donc là, nous, on va un peu plus loin là maintenant. C'est aussi l'occasion pour moi de mentionner Jean-Pierre Kahn, qui nous a quittés il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, en réalité, et qui est un des grands contributeurs, je dirais, dans la théorie des probabilités, en analyse harmonique, mais tout ce qui est chaos multiplicatif gaussien, etc. Un des grands probabilistes qui, là c'est une photo donc une semaine avant son accident, donc à 91 ans, faisait un exposé de 45 minutes debout dans un amphi bondé. Je nous souhaite tous ça, quoi, voilà. Et donc le résultat, c'est le théorème de Shepp, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc ici on met Ln, hein, donc on prend xn uniformément distribué dans 0,1, on met des boules de rayon xn, de centre xn de rayon Ln, et on a recouvrement entier, plein recouvrement du tore, si et seulement si cette condition est vérifiée. Cette condition, elle fait appel à... La preuve, elle est vraiment intéressante. Enfin, la preuve de Shepp, oui, mais il y a une preuve de Kahn qui date de 1992, qui est beaucoup plus intéressante. Que je trouve plus intéressante, elle est fondée sur l'étude de certaines martingales, la convergence de certaines martingales. En particulier, c'est une condition sharp, c'est-à-dire que, vous voyez, si Ln vaut 1 sur n, alors on recouvre l'intervalle en entier. Si Ln vaut 1 moins epsilon sur n, on ne recouvre pas. Hein, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précis. Hein. Et puis, on peut se poser la question, du coup, ce qui se passe pour n puissance delta, puisque c'est moi ce qui m'intéressait là tout à l'heure, c'était de prendre des choses un peu plus petites. Alors, si delta est plus petit que 1, c'est évident que les ensembles ils sont croissants. Donc, si delta est plus petit que 1, c'est un ensemble plus gros. Donc, la dimension vaut encore 1. Alors, qu'est-ce qui se passe pour delta plus grand que 1? C'est-à-dire vous prenez des boules plus petites. Hein, vous distribuez toujours les boules de centre xn et de rayon 1 sur n, mais vous mettez 1 sur n puissance delta. Donc, c'est plus petit. Alors, ça, ce sont des théorèmes qu'on appelle des théorèmes de mass transference principle, qui sont... donc, ça a été démontré par Jafar, puis Beresnevich-Vellani plus récemment, dans une version un peu plus générale. Et ça dit qu'une conséquence est que presque sûrement, pour tous les deltas en même temps, la dimension de L delta, c'est 1 sur delta. Alors, ça donne donc la dimension de L delta, ça donne quelque chose comme ça. Hein. Pour delta plus petit que 1, c'est 1. Pour delta égale 1, il y a recouvrement jusque-là. Et puis, hop, ensuite, ça décroît en 1 sur delta. Et ça, c'est l'ensemble complémentaire. L'ensemble complémentaire, soit il est vide, soit il est de dimension pleine. Alors, ce sont des théorèmes, ces théorèmes-là sont des théorèmes de théorie métrique des nombres. Mais nous, on les applique, ou on les étend si nécessaire, dans des cadres aléatoires. Hein. Donc là, il y a une vraie interaction entre ce qu'on fait et ce qu'ils font. Alors, il y a la même chose en dimension D, exactement le même théorème, sauf qu'en dimension D, il n'y a pas, le théorème de Shepp n'existe pas aujourd'hui en dimension D. On ne connaît pas encore la caractérisation exact de recouvrement plein en la coupure.
D'accord ? Ça, c'est un problème ouvert. Je termine. J'ai peut-être été un peu vite. Comment ? Non, j'ai encore des trucs. T'en fais pas. Mais j'ai peut-être été un peu vite. Pour la mesure de Lévy, je reviens à mon... parce que je n'ai pas terminé. Je voulais montrer que le spectre, c'était H, là. Eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est d nu de H, c'est la dimension des points en lesquels la dimension vaut H. La dimension locale vaut H. Donc, je rappelle, c'est la dimension des points en lesquels delta x vaut 1 sur H. Donc, c'est le L delta pour delta qui vaut 1 sur H. Oui. C'est le taux d'approximation, c'est 1 sur delta. Donc, la dimension, c'est 1 sur H. Parce que c'est 1 sur delta pour delta égale 1 sur H. Donc, ça fait H. Voilà. C'est beau, non ? Ça fait quelque chose. Alors, où est-ce que je vous ai arnaqué, là ? Est-ce que je vous ai arnaqué quelque part, là ? C'est pas facile, là. Non, je vous ai vraiment arnaqué. Non, il y a une arnaque même dès le départ. Alors, l'arnaque dès le départ, c'est que j'ai pris ln égale 1 sur n. Alors, du coup, ma mesure nue, ben, elle n'est pas infinie, quoi. Puisque c'est sa masse sur 0,1, c'est plus l'infini. Donc, en fait, je travaille avec un objet qui n'existe pas. Alors, bon, ce n'est pas très grave, hein, mais si on veut faire les preuves correctes, il faut mettre soit des logs carrés partout, soit, effectivement, changer un petit peu la densité des points, changer la valeur de ln. Mais l'idée derrière ma preuve, c'est exactement celle-là. Pour les subordinateurs de Lévy ou pour les processus de Lévy qui ont des, qui ne sont pas simplement un mouvement brownien, eh bien, sont des processus à sauts. Il y a des sauts un peu partout. Il y a des compensations pour que ça existe. Alors, malgré tout, l'idée, c'est quand même la même. C'est-à-dire qu'on va se demander, pour un point donné, quel est le taux d'approximation du point par la famille des sauts. Et il faudra gérer, et c'est cet exposant-là qui donnera le spectre multifractal des processus de Lévy. L'idée est vraiment la même. Et elle est même, c'est la même en général dans beaucoup d'exemples que je vous ai présentés. Deux remarques, c'est que ces résultats ici, en réalité, donc là je l'ai énoncé dans R, dans R, mais il est valable dans RD, il est valable aussi dans n'importe quelle sous-variété qui supporte une mesure doublante. Donc on peut aller assez loin quand même dans la généralisation d'un théorème comme ça. En revanche, il a un vrai défaut, c'est que tout ça, c'est valable si les xn sont distribués uniformément. Uniformément par rapport à la mesure de Lebesgue, ou l'équivalent de la mesure de Lebesgue si on est dans des sous-variétés. Mais dès qu'on ne distribue plus les xn uniformément, on rentre dans un monde qui est différent. Et c'est un peu ce que je veux vous expliquer juste après. Donc il y a eu beaucoup d'extensions. Alors comme je le disais, la caractérisation en dimension supérieure, elle n'est pas connue. Mais il y a plein de questions qu'on peut se poser. Par exemple, celle de covering number, c'est-à-dire à un x donné, vous regardez combien de fois ce point est recouvert par les n premières boules. Est-ce qu'il y a des points qui sont plus recouverts que d'autres? Quelle est leur taille, etc. Des résultats pré-asymptotiques. Il y a des questions de hitting probability. Effectivement, vous recouvrez tout 0,1 si vous choisissez des points. Bon, maintenant, fixez un compact K à l'intérieur. Est-ce que alors, et puis vous imaginez que voilà, et puis vous prenez L delta, c'est-à-dire il manque un petit truc là, L delta inter K. Là, c'est n'importe quoi ma formule là. L delta inter K est non vide, L delta inter K est égal à K. Voilà. C'est-à-dire, si vous avez un ensemble, enfin, une famille de boules qui ne recouvre pas l'ensemble tout entier, vous pouvez vous demander quand même si elle recouvre un compact K que vous vous donnez à l'avance, ou si elle le touche. D'accord ? Et donc ça, ce sont des questions très fines en théorie des probabilités qui font appel à toute la théorie développée notamment par Pérez, Yimin Chao et Kochnevisan sur les capacités des ensembles, etc. Donc là, il y a tout un champ de recherche. Et puis là, on a travaillé avec des boules depuis le départ, mais on peut jeter autre chose que des boules. On peut jeter, par exemple, des rectangles. Alors, vous allez me dire, boule, rectangle, voilà. Alors, en fait, mais des rectangles qui sont de plus en plus fins, c'est-à-dire des rectangles auto-affines,
dont les rapports ont tendance, entre la longueur et la largeur, ont tendance à aller vers l'infini, des choses de plus en plus fines. Pourquoi on se pose ces questions-là? Parce qu'effectivement, on a des questions de géométrie hyperbolique derrière, où quand vous jetez à certains endroits, les rectangles n'ont pas la même forme. Et il y a un résultat de 20 178. Voilà, c'est 2017-2018, donc notamment de Feng, Jarvenpa et Sfumala, qui ont été capables d'obtenir un critère assez général pour la dimension presque sûre qu'on obtient quand on jette au hasard des ensembles mesurables. Donc ça va loin, hein, et là, d'une certaine façon, ça clôt un petit peu le débat. Alors ça le clôt à moitié parce que la formule qu'ils obtiennent, elle est dans la plupart des cas quasiment incalculable. Et donc dans les cas qui nous intéressent, il faut quand même aller travailler pour connaître la vraie valeur de la dimension. Alors on en est là. Je n'ai pas encore parlé de ça. J'ai fait ça, j'ai fait un peu ça, et donc je pars vers les perspectives. Les perspectives, c'est tout d'abord, comme je le disais à l'instant, le fait que tous les résultats que j'ai mentionnés sont vrais quand les xn sont distribués uniformément ou de façon homogène. C'est-à-dire dans la distribution, il y a une partie qui est régulière par rapport à la densité par rapport à Lebesgue. Effectivement, les résultats s'effondrent ligne 1, si les mesures ne sont plus régulières, si elles sont singulières. Et le meilleur exemple, c'est pour ça que je vous l'ai présenté tout à l'heure, imaginez que vous travaillez avec la mesure de Bernoulli, que je vais présenter tout à l'heure. Et vous jetez au hasard vos points suivant la mesure de Bernoulli. Alors ce qui se passe, c'est que, effectivement, vos points vont encore être denses, parce que la mesure, elle est diffuse, elle a un support plein. Simplement, il va y avoir de l'accumulation à certains endroits. Et qu'est-ce qui se passe si la mesure est supportée non pas par l'intervalle, mais par un ensemble fractal ou un ensemble aléatoire? On ne sait pas trop. Et donc, en particulier, les difficultés auxquelles on fait face sont, par exemple, que les points peuvent s'accumuler dans une région. Il peut y avoir beaucoup plus de points dans une région que dans une autre. Donc, du coup, si on veut recouvrir l'ensemble tout entier, ça va être beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Et puis, en particulier, il n'y a pas non plus donc, de mass transference principle. Enfin, bon, maintenant, il y en a un, mais c'est le théorème de Beresnevich-Vellani qui permettait de calculer la dimension des L delta. Là. Bien, ça, c'est un des travaux que j'ai fait donc, avec Julien Barral il y a une dizaine d'années. C'est d'étendre ces théorèmes-là en remplaçant la mesure de Lebesgue par des mesures, soit des mesures aléatoires, des cascades de Mandelbrot ou des choses comme ça, pour pouvoir étendre ces calculs de dimension à des cas qui ne sont pas Lebesgue, parce que moi, je vis dans un monde où Lebesgue n'existe pas. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que pour résoudre ces questions-là, il est clair qu'il faut être capable de faire l'analyse multifractale des mesures avec lesquelles on travaille. Alors, je vous donne un exemple. Donc là, vous avez un tapis. Et puis, on va jeter des mesures, on va jeter des points au hasard sur le tapis, suivant une mesure de Bernoulli sur le tapis. C'est-à-dire, essentiellement, là, si je me souviens bien, j'ai fait mon calcul, là, mais on avait plus de chances de jeter ici et ici. Alors, donc, ça fait ça, hop, voilà. J'ai pris un temps infini à faire cette figure-là. Et la question qu'on se pose à la fin, c'est quel est le rayon des boules qu'on doit mettre? C'est des boules de rayon 1 sur n, puis ici, c'est 1 sur n tout court. Est-ce que 1 sur n, en faisant ça, est-ce que je vais recouvrir tout le tapis? Je sais répondre si j'avais un intervalle, mais là, pour répondre, c'est un peu plus compliqué. Alors, c'est le théorème. Alors, ne lisez pas le théorème, il est 6 heures, on est fatigué. Voilà. Ce qui est juste, vous regardez, il y a la dimension de la mesure qui intervient et il y a le spectre de la mesure qui intervient. D'accord ? Et en fait, le théorème, on le voit mieux on le voit mieux en termes de graphe. Vous voyez, ça, c'était ce qui se passait si on jetait aléatoirement et uniformément les points. C'est-à-dire, soit on a recouvrement plein, et à partir de delta, ou de la dimension, paf, on décroît en 1 sur x. Alors, dans le cadre des recouvrements non homogènes, en fait, il y a 4 phases.
Et c'est vraiment des transitions de phase au sens physique, ce n'est pas le même phénomène qui joue, qui entre en jeu. Ici, c'est un phénomène de principe de transfert de masse. Ici, c'est un problème d'analyse multifractale qui fait que, on s'arrête à la dimension de la mesure, et là, il y a un changement de concavité dans la courbe. Et là, contrairement à ce qui se passe dans le cas homogène, à partir du moment où on atteint la dimension maximale, la dimension de l'ensemble sur lequel on travaille, il faut encore attendre longtemps avant de pouvoir le recouvrir en entier. Donc il y a vraiment là et ça, c'est que le cas ln égale 1 sur n puissance delta. Et que le cas des mesures de Gibbs qui sont invariantes, disons les mesures de Bernoulli. Si vous voulez obtenir un résultat comme ça pour des mesures un peu générales, aléatoires, et puis avec des ln quelconques, eh bien je vous y encourage. Mais rien n'est impossible, c'est juste que ça débute, ça c'est un travail de 2018. Et donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Presque tout, en particulier les questions de récurrence et de recouvrement, c'est-à-dire de fréquence de recouvrement, on ne sait pas dire grand-chose aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est les questions de recouvrement par des rectangles affines et les questions de heating probability, c'est-à-dire à l'intérieur d'un fractal comme celui que je viens de vous démontrer, vous en choisissez un autre et à partir de quand vous le recouvrez. Ça, c'est vraiment des questions qui, dès que j'aurai du temps, m'intéresseront. Et la dernière chose, c'est une sorte de conclusion, parce que ça aussi, ça pourrait faire une sorte d'exposé, c'est que une des motivations pour l'analyse multifractale, comme je l'ai expliqué au départ, c'est de décrire des phénomènes physiques et la multifractalité de phénomènes physiques. Les phénomènes physiques, on peut quand même beaucoup les comprendre comme des solutions d'équations différentielles ou de DP stochastiques éventuellement. Et donc, il est naturel de se demander si on arrive à démontrer des propriétés multifractales pour des solutions d'équations. De DP, de DS, de DPS, malheureusement, pour le moment, c'est encore le désert. Il y a donc l'équation de Burgers, que vous connaissez peut-être, là, et donc dTu plus U dxu égale 0, avec un mouvement brownien en condition initiale. L'équation de Burger, c'est en gros, plus on est haut, plus on va vite. Donc, comme vous mettez un mouvement brownien, initialement, en temps zéro, quasiment immédiatement, il y a des chocs et donc des discontinuités. Donc, ça se comprend par le fait que la solution, c'est finalement, dès que T est positif, un processus de Lévy, dont on sait faire l'analyse multifractale. Donc, là, voici une EDP avec une condition initiale un peu spéciale pour laquelle on sait faire une analyse multifractale, mais je dirais que c'est vraiment un cas particulier. Le deuxième cas, alors on en a parlé un petit peu aujourd'hui, c'est des diffusions à saut. Il y a toute une classe de diffusions à saut dont on sait faire l'analyse multifractale. Sont les diffusions, donc N, c'est une mesure de Poisson sur le demi-plan positif d'intensité ds sur dz, ds dz, quoi. Et ça, c'est l'équation du processus de Markov. Donc ça a clairement une solution unique. Et on arrive à faire l'analyse multifractale d'un processus comme ça. Le problème, c'est que là, tout de suite, on rentre dans un domaine un peu compliqué parce que le spectre qu'on obtient, alors peut-être que je ne l'ai pas dit effectivement, mais le spectre jusqu'à maintenant, c'est quelque chose de déterministe. Voilà. Pour ça, le spectre est aléatoire. C'est-à-dire que le spectre qu'on arrive à calculer sur des processus comme ça c'est une trajectoire du processus de ce processus de Markov, là, c'est un exemple de trajectoire. Eh bien, on est capable de calculer son spectre, mais c'est un spectre aléatoire. Et pour calculer le spectre, il a fallu développer aussi d'autres théorèmes pour les spécialistes. Là, c'est là où on a eu besoin du théorème d'ubiquité localisée. C'est pour étudier ça, c'est-à-dire prendre le théorème de transfert de masse de Beresnevich et Bellani et en faire des versions locales vraiment subtiles. On a été aussi capable, ça c'était la thèse de Li Ping Su, qui était étudiant de Nicolas Fournier et moi, d'étudier donc la trajectoire typique des particules de gaz dans un gaz de Boltzmann. Leur équation, elle est régie par là encore une diffusion à saut, mais qui est de nature un peu différente. Il y a une vraie EDP cachée derrière. Et on arrive à démontrer que les trajectoires typiques d'une particule dans un gaz de Boltzmann sont multifractales. C'est le genre de résultat auquel on arrive, mais c'est encore balbutiant parce qu'on n'a presque rien.
essentiellement. Si vous me donnez une EDP standard, ce qu'on voudrait arriver à démontrer, c'est que si les conditions initiales sont dans une certaine classe de fonctions multifractales, alors cette classe, elle est transportée au cours du temps, elle est préservée au cours du temps. C'est le genre de résultat auquel on voudrait arriver, mais je dirais what else, quoi, hein. On n'en est pas encore là. Voilà. Et pas mal. Donc, j'ai pas vraiment de conclusion. Les conclusions, c'est juste, voilà, je vous ai présenté un petit peu comment, partant de l'analyse de régularité locale et en déroulant ce fil, on se retrouve dans des contrées qu'on n'avait pas vraiment prévu d'explorer au départ, avec des connexions qui peuvent être un peu surprenantes. Et donc, moi, ça fait 20 ans, c'est horrible de dire ça, mais ça fait 20 ans que j'ai commencé. Et en fait, en réalité, ce que j'aime aujourd'hui, parce qu'on m'a demandé de donner mon sentiment, alors je le donne. Ce que j'aime, moi, c'est ces interactions. C'est-à-dire arriver, partir d'un problème, le tirer, et puis aller voir chez le voisin qu'est-ce qui est intéressant ou pas. Donc moi, si j'avais un conseil à donner à tout le monde, parce qu'on m'a demandé de donner des conseils, eh bien, c'est très bien de commencer sur une trajectoire, mais il ne faut jamais hésiter à faire des grandes déviations, quoi. Des très grandes déviations par rapport à la trajectoire qu'on a prévue initialement. Et c'est de là que viennent les interactions et qu'on se nourrit d'idées des collègues. Et il faut se faire confiance, quoi. Voilà. Et il y a beaucoup de challenges un peu partout, de challenges un peu partout. Pas que dans ce que vous connaissez aujourd'hui, il y en a partout. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Stéphane pour cet exposé très stimulant. Qui veut poser la première question? Merci beaucoup. J'ai une question par rapport aux images. Quand vous parlez de densité et donc de multifractalité dans les images, vous pouvez dire quelque chose par rapport à ça? Oui, alors, donc, ce qu'on entend par multifractalité dans les images, c'est, pour les images, on peut calculer les fonctions d'échelle. C'est-à-dire les quantités dont je parlais au départ. Et donc, on arrive à démontrer que les fonctions d'échelle, elles sont concaves. Et donc, les gens qui font du traitement du signal et de l'image parlent de multifractalité quand la fonction d'échelle est concave. Moi, je parle plutôt de multifractalité quand le spectre est concave. Et nos mondes se rejoignent quand le formalisme est vérifié. C'est-à-dire quand effectivement il y a une correspondance entre mes calculs à moi, de calcul de dimension de Hausdorff, et le calcul de la fonction d'échelle. Et ce qu'ils font, peut-être je peux essayer de revenir, c'est là. Donc c'est une vraie question, hein, effectivement, de savoir ce que ça veut dire la multifractalité d'un signal qui a 10 échelles. Donc tout le monde n'est pas d'accord sur ce que ça signifie. Voilà, je reviens ici. Mais si on prend cette image-là ou cette image-là, eh bien, ça, ce qui est tracé, c'est la transformée de Legendre de la fonction d'échelle. Et on voit bien que ce ne sont pas les mêmes. Et, par exemple, il y a eu des challenges qui étaient assez intéressants. Il y en a un qui s'appelait le Van Gogh Challenge. Quel était le Van Gogh Challenge? C'est des questions, alors nous, on a les questions à $1 million au prix Clay. Eux, c'est des questions à 95 millions de dollars, hein, parce qu'ils ont un tableau qui pense être de Van Gogh, mais ils n'en sont pas sûrs. Et donc, ça va de 95 millions de dollars à 10 €, hein, la différence entre les deux. Et même certains experts ne sont pas capables de faire la différence. Et donc, il y a eu un Van Gogh Challenge qui était d'explorer toutes les méthodes mathématiques pour essayer de déterminer si un tableau était multifractal ou non. Donc, il y a les transformées de Fourier et l'analyse multifractale à jouer parce que, eh bien, un peintre a sa signature en termes de spectre comme ça. Il a sa signature. Et donc, on arrive plus ou moins à déterminer si c'est... Alors, c'est un indicateur parmi d'autres, hein. Moi, je ne miserai pas tout sur celui-là, hein. Je répartirai mes pions. Mais c'est un indicateur parmi d'autres. Et donc, ce qu'on essaie de faire là-dedans, c'est effectivement de repérer les structures, de caractériser certaines images, de caractériser certaines parties d'images. Voilà, c'est ça que les gens entendent par multifractalité des images. Ça répond à ta question. Il y a donc des applications, par exemple, dans le transport optimal, le décalage d'image. Alors,
là, je ne suis pas au courant. Voilà, je ne suis pas au courant, mais je crois qu'il y a des méthodes plus efficaces que l'analyse multifractale pour comparer deux images entre elles. En revanche, l'analyse multifractale d'image ou de signal sont des outils surtout de classification. C'est-à-dire on essaie, dans toute une classe de signaux de même nature, on essaie de distinguer entre eux en étudiant les paramètres de ce truc-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Oui, c'était très naïf, mais est-ce qu'il y a un moyen de caractériser les fonctions Picard, par exemple, qui seraient les spectres d'un Lévy ou ce genre de... Alors les spectres d'un Lévy, c'est très simple, c'est toujours linéaire croissant. Pardon, bon, pas d'un Lévy. Alors, non, mais ça, tu ne peux pas savoir. Pour les processus gaussiens, on ne sait pas. On ne sait pas dire, on ne sait pas décrire assez facilement. Enfin, on ne sait pas décrire l'ensemble des spectres qui peuvent être des spectres de processus gaussiens. C'est un résultat que je suis en train d'écrire, c'est un truc que j'écris encore avec Barral, là. On a réussi à construire des espaces fonctionnels dans lesquels, si on prend, donc on se donne à l'avance un spectre multifractal, on réussit à construire un espace fonctionnel dans lequel toutes les fonctions typiques ont ce spectre-là. C'est une première étape pour nous vers ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire on a un bon espace fonctionnel dans lequel les fonctions ont un spectre, celui qu'on peut voir en pratique. Il n'y a plus qu'à montrer que cet espace-là, il est invariant par certaines équations. Voilà. Donc la première étape nous a pris 15 ans. La deuxième... Autre question? Moi j'en ai une. Tu mentionnais des martingales de Kahn pour la démonstration du théorème de Shep. Tu peux nous en dire plus? C'est les T-martingales, c'est ça? Alors oui, alors en fait, bon, disons que ce qui se passe, c'est que donc, la caractérisation de Kahn donc en gros, plutôt ce que fait Kahn, c'est dans le cadre de boules aléatoires uniformément distribuées de rayon 1 sur n. Eh bien, il regarde les fonctions Qn de t qui définit comme 1 moins l'indicatrice de la boule ln sur 1 moins 2 ln sur le cercle. Donc ça, c'est une densité. Et puis, donc, il regarde les Qn donc la fonction Qn de lambda, la mesure, les produits des Qn de lambda. Et la convergence ou la divergence de ces martingales-là font converger sont équivalentes à la convergence-divergence de certaines intégrales doubles qui définissent la capacité de l'ensemble. Donc là, tu vois ce que je veux dire? La capacité d'un ensemble, c'est la double intégrale de dx1 sur x moins y. En fait, la convergence ou la divergence de cette capacité est naturellement liée à la convergence ou la divergence de ces martingales. Voilà, dégénérescence ou non de ces martingales. Et donc, Kahn, qui était un grand spécialiste de ces objets-là, finalement, a été une des personnes qui se sont rendues compte que les problèmes de Shep aussi pouvaient être étudiés et c'était une source de motivation supplémentaire encore pour regarder ces martingales qu'il avait introduites avec Mandelbrot, Kahn, Perrière, etc. Vous les réutilisez dans vos travaux récents avec Alors, non, on fait autrement. Aujourd'hui, on est plutôt sur des constructions basées sur des adaptations de systèmes dynamiques. Donc, je ne peux pas parler là tout de suite. Voilà.